première chose que je vais dire va choquer certains parmi vous. Je n'ai pas le bac dans mon CV. J'ai passé le bac 3 fois. Pas que je suis très bête, mais sauf qu'il y a des choses, il y a eu des coupeurs de route, comme elle a dit, parce que ma vie est un peu un mélange de presque tous ceux qui sont passés avant moi. Même m'arrêter dans ce cercle-là, franchement, je fais un effort. Parce que j'aime bien bouger, oh, tout, mais je ferai l'effort de rester dans le cercle parce que c'est les consignes que nous avons reçues. Par où commencer? Il faut dire que j'ai été un jeune, je ne pas dire que je suis toujours un jeune, même si j'ai des cheveux blancs, qui a eu une vie pas toujours facile. Je me rappelle qu'il fut un moment dans ma vie où chaque dimanche matin, on me mettait dans le fauteuil blanc. Tout simplement parce que 2 jours avant ou la veille même, j'avais sauté la clôture pour aller en boîte. Et ma pauvre mère, dont je suis l'unique enfant, me disait, elle me regardait et dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, la vieille, je suis fan de toi. Mais elle dit, mais il faut arrêter tes bails, il faut arrêter tes trucs. Parce que là, chaque jour, tu vois, ton papa, il me regarde mal. Et tu vois, vous savez, quand c'est bon, c'est pour le papa. Et quand c'est pas bon, vous savez, les mamans savent quelque chose. Donc, elle pleurait dans son cœur, elle pleurait, pleurait. Elle dit, la vieille, elle a changé. Oh, il te promet ça, la vieille, changé. Et je me rappelle qu'un 31, on devait aller à l'église, parce que c'était la coutume. Et je suis allé avec mon meilleur ami, un musulman. Donc, quand tout le monde l'a vu à l'église, il était content. Mais nous, notre plan, c'est que à minuit, quand on finit de dire bonne année, on s'en va en boîte. Et non seulement cette année-là, on a volé la voiture de mon père, donc sa deuxième femme. Et on allait en boîte, on a fait tout le show. Et la stratégie qu'on avait mis en place, c'est que l'église finit à 6 heures. On arrive à 5h45. On s'assoit derrière. Puis à 6 heures, on salue tout le monde. Puis on s'en va. À 5 heures, on veut revenir. Il y a 2 pneus qui sont percés. Il dit, ah, chose. Le vulgarisateur le plus proche ouvre à 9 heures. Donc j'arrive à la maison à 9h30. Donc dans la voiture, on fait la stratégie. Bon, si on arrive, que la maman dit ça, on tient la fout. Dès qu'on arrive, la vieille n'a rien dit. Elle dit, remets-moi les clés, tu veux manger quoi? Bonne année, tu sais que je t'aime. J'ai jamais eu un gourmet comme ça. Je suis rentré dans ma soeur, mais puis elle dit, mais attends, ça va chez elle? Non, après je viens, la vieille, ça va, tu n'es pas malade par hasard? Elle dit, non, bonne année. En tout cas, si tu t'es bien amusé, c'est le plus important et tout ça. Et ça, nous sommes dans les années 1996. Et en 2000, mon père est affecté dans un autre pays. Juste pour que vous compreniez, il travaillait dans une compagnie aérienne qui s'appelait Air Afrique. Et on l'a muté à Brazzaville au Congo. Et j'arrive là-bas et mon anniversaire approche. Je ne suis pas trop habitué aux Congolais, tout. Et je dis, bon, moi j'ai envie d'aller au Mali où tu vois, il y a tous mes gars là-bas, tout ça. Pour fêter mon anniversaire. Il dit, non, il n'y a pas de souci, tiens ton billet, vas-y. Donc j'arrive. J'ai 20 ans. J'arrive au Mali. Et le soir, les gars m'ont réservé une surprise. Ils ont loué une maison, une villa, avec tout ce qui peut aller avec. On est jeunes, on se comprend. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on arrive et il y a un ami qui me dit, ah, j'ai ramené un truc spécialement pour toi. Quand tu as fumé ça, là, Joe, tu vas planer. J'ai dit, ah bon? Et ma première taf, je me rappelle avoir tout sauté. Il dit, ouais, c'est comme ça. La première fois, ça fait tousser, mais après, tu vas planer grave. Et vraiment, j'ai plané. J'ai plané jusqu'à ce que je suis devenu un très grand planeur. Au point où je partais de Bamako pour venir ici en Abidjan en escale, j'ai fait une des plus grosses bêtises que je pense que je ne vais jamais reprendre dans ma vie. J'en ai acheté, j'ai mis dans ma valise et j'ai pris l'avion, comme ça. Comme si c'était facile. Et vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous ici.
J'arrive, au lieu de descendre, il y a quelqu'un qui vient m'attendre au tarmac. Un gradé de l'armée, il dit non, on nous a donné instruction de venir t'escorter parce que tu ne dois pas passer par tout le monde passe. Où sont tes bagages? Je dis bon, voici mon coupon bagage. Et c'est comme ça que mes bagages sont passés. Et j'imagine, si jamais j'étais passé à la douane avec ça, où je serais aujourd'hui, peut-être je ne serais pas devant vous. Et là, nous sommes dans les années 2000. Après ça, je continue à fréquenter. Je fais le bac, ça ne marche pas. On veut me mettre une 4e fois en terminale. J'ai dit non, moi je sais ce que je veux dans ma vie, c'est faire informatique. On dit d'accord, mais comme tu n'as pas le bac, tu seras obligé de faire une année préparatoire. Donc je fais une année préparatoire au CELIA. Après, je fais mon BTS. J'ai mon BTS. Premier jour de stage, je suis à la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc grand mécanicien. En tout cas, j'essaie de monter les ordinateurs. Tout. Mais ils ont mis une consigne dans leur petite salle informatique là. Quand un ordi vient, tu le formates, tu réinstalles, tu fais remonter l'ordinateur. Comme moi, je suis très bon, je sais suivre les trucs à la lettre. Je suis entre midi et 2 où j'ai un peu sommeil. On dit un ordinateur qui vient du 8e étage, alors que le 8e, c'est le CODI qui est là-bas. Donc, toute la direction générale. Donc, l'ordinateur descend, on dit, ça, non, le gars a besoin de ça rapidement. Donc, je vais prouver que je suis bon. Je fais quoi? Et puis, c'est moi-même qui fais monter. Je fais monter l'ordinateur, je branche le directeur. Ah, mais petit, tu as été efficace. Il me donne même 1000 francs. Je suis content. Je redescends 15 minutes après. Ce que j'ai entendu dans le téléphone, je n'ai jamais entendu. Oh, on m'avait emmené l'ordinateur pour installer un antivirus. Donc, l'ordinateur était obligé d'aller chez des spécialistes qui ont repris les données du monsieur, ils ont remis. Mais à 18h, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, le stage là, je ne vais plus. Il dit, non, tu vas partir parce que tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et je suis allé. Au lieu de 3 mois de stage, j'ai fait 6 mois de stage. Et je me rappelle que le dernier jour de stage, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, certaines personnes du CODIR sont descendues, ils ont fait une aide d'honneur et m'ont félicité. Donc ce qui pouvait être un frein pour toi a été un succès. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à la CIE, du vigile jusqu'au directeur, tout le monde me reçoit bien comme si j'étais quelqu'un de la boîte. Persévérez dans ce que vous aimez. Première chose. La deuxième chose que je veux partager avec vous, nous sommes en 2010. Il y a une crise dans notre pays, je ne vais pas revenir sur les faits. Et on fait une réunion, en ce moment je travaille pour IBM. Donc il y a une boîte d'informatique américaine. Ils doivent délocaliser leurs activités pour aller au Maroc. Parce qu'ils disent qu'ici c'est un peu le pays instable, tout ça. Donc on doit aller au Maroc, on fait la réunion de crise et autres. Et en allant à la réunion, je gérais une équipe de 6 personnes et j'ai dit à l'équipe que quand on va partir à la réunion, je ne veux pas que vous l'appreniez là-bas, mais je ne veux pas aller au Maroc aussi. Ils disent, mais attends, Syria, pourquoi? J'ai dit, non, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de partir. Donc on fait la réunion, on dit, bon Syria, c'est quoi ton point? Et je dis, moi, je ne vais pas au Maroc. On dit, pourquoi? Tu n'aimes pas le Maroc? J'ai dit, c'est pas ça, j'ai pas envie de partir, je ne sens pas. J'arrive pas à comprendre moi-même d'où j'ai eu cette force. Et mon directeur pays, ça ne le convainc pas, il me fait passer le directeur régional qui dit, bon Syria, qu'il faut qu'on fasse un call parce que ton cas est sérieux. On dit, tu ne veux pas partir, pourquoi? Tu vas expliquer. Donc je discute avec le directeur régional qui est basé en Afrique du Sud et qui me dit, bon, si ce n'est pas le Maroc qui te plaît, on a Dubaï et puis on a un pays de l'Europe de l'Est. Et puis toi, comme on sait que tu viens à peine te marier, chaque 6 mois, on te donne un billet, tu viens, tout ça c'est aux frais de la compagnie, tu peux venir voir ta famille, mais dis-nous si tu veux Dubaï ou bien à Europe de l'Est. J'ai dit, monsieur,
Je ne bouge pas. Et je ne vais jamais oublier la réponse qu'il m'a dit. Il m'a regardé droit dans le téléphone, si je pouvais, en tout cas, si je pouvais voir dans la visio. C'est-à-dire, quand j'ai vu dans son visage, là, il m'a dit en anglais, non, voilà, il m'a insulté. Il dit, Syriac, you are crazy. Bintou, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis fou, non? Et je ne sais pas où j'ai eu la force de lui dire, monsieur, c'est vrai que je suis fou, hein, mais je pense que ce sont les fous qui peuvent changer ce monde. Et en lui disant ça, je pensais déjà au salaire que je perdais. Et comme je suis fou, on m'a dit je suis fou, donc je continue dans ma folie. Je laisse un travail où je suis payé pour aller travailler dans une ONG où c'est moi-même qui paye certaines choses là-bas. Mais je n'ai jamais regretté cette aventure parce que c'est ce qui permet que je sois devant vous aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un peu. Cette ONG s'appelle Akendewa. Donc avec Jean-Patrick en 2009 et au 2010. En pleine crise, on monte un projet qui, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs projets pour lequel j'ai travaillé bénévolement. Ça s'appelle Wanzome. Il y a les élections et on met une plateforme en place pour lutter comme, peut-être même on a été précurseur sans le savoir de tout ce qui est fake news. C'est-à-dire la plateforme, tu envoies un SMS pour dire, ici on dit il y a des troubles dans tel quartier, nous on écrit pour demander est-ce que dans tel quartier il y a vraiment ça. Si on dit c'est faux, on revient sur la plateforme et on la couple avec des réseaux sociaux, Facebook notamment, avec Twitter qui était très développé, pour dire dans tel quartier, cette information-là, elle n'est pas vraie. Et ça nous a permis de régler au moins dans 2 zones, c'était Abobo, Koumassi et Trècheville, des conflits de personnes. Parce que des gens ont dit telle ethnie attaquait telle ethnie, on a pu taire ça. Nous sommes en 2010. Fin 2010-2011, on met une autre initiative en place qui s'appelle CIV Social. Je ne sais pas qui se rappelle de cette initiative. Ça a pu sauver 82 personnes rien qu'en utilisant Internet. Et des personnes qui ne se connaissaient ni d'Adam, ni d'Ève. Quelqu'un a un problème dans un quartier, il écrit sur la plateforme CIV Social, on lui vient en aide. Et avec cette aide-là, soit c'est de la nourriture, soit c'est des soins, soit même c'est des exfiltrations et autres. Et on a pu sauver, on a fait même 2 accouchements au téléphone. Donc avec cette plateforme. Et un jour, je suis là et quelqu'un m'appelle, me dit, on avait vu votre initiative là, c'est vrai que c'est fini. Nous sommes, je crois, en juillet 2011, un truc comme ça. Il y a une petite fille qu'on veut faire opérer, on a besoin de 300 000 de ses yeux. Elle a 3 ans. J'ai dit, bon, ok, est-ce qu'on peut faire des photos de cette petite et tout. On dit, oui, tu peux venir faire. Donc je suis allé avec Edith Bou. On a fait les photos de la petite. J'ai écrit un article de blog. Et le lendemain, j'ai commencé à recevoir des coups de fil. Ah, monsieur, c'est vous qui avez écrit ça là. Ah, venez prendre un peu d'argent. J'habitais à Kouma 605. Il y a un coup de fil que je reçois qui me dit, ah, voilà, nous on s'est cotisé ici, là, on est des jeunes d'Abobo, on s'est cotisé. Donc, vieux père, viens prendre. Donc, je prends ma voiture, j'arrive. Les gars me tendent l'enveloppe. Quand j'ouvre là, c'est 2000. Ça ne paye même pas carburant même. Mais où je voulais me décourager, une voix à l'intérieur me dit, tu as besoin de 300 000. Si des personnes te donnent un peu, ça va arriver. Donc, petit, encourage-toi. Puis j'arrive vers le pont, je reçois un autre coup de fil. Ouais, nous aussi, on s'est cotisé ici. On a une petite enveloppe, il faut venir passer. Donc, la femme là me donne l'enveloppe, je mets dans le coffre à gants. J'arrive à la maison, je fais les points. Et à chaque fois sur Internet, je disais, telle personne a donné, telle personne a donné, telle personne a donné. Et j'avais oublié même l'enveloppe qui était dans le donc on était déjà à 200 et quelques mille et autres. Donc j'ai dit à certaines personnes, on va cotiser, ça arrivait 300. Puis je me rappelle de l'enveloppe, je vais prendre, j'ouvre. On sort de crise post-électorale. Des gens qui ne te connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Dans l'enveloppe, j'ouvre, c'est 500 000 qui est à l'intérieur. Au lieu d'une seule personne, on a pu sauver 2 personnes, on a fait 2 opérations. Et puis après, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Et on a continué à faire ça. Continuer à former, continuer à aller parler d'Internet comme des fous. Quand tu parles d'Internet,
Et nous sommes en 2013. En 2013, pour ceux qui se rappellent, il y a une bousculade au plateau. Donc moi, dans mon papatouilla, toujours en voulant aider les gens, on s'en va, on revient, sans savoir qu'on était en train de sauver des gens, mais derrière aussi, ça n'a pas plu à d'autres personnes. Parce que quand les médias internationaux nous appellent, on dit oui, bon, le gouvernement ne fait rien. Pourtant, lui, pardon, faut pas dire ça. Bon, ça, on était en 2013, hein, donc je n'ai pas dit c'est maintenant. Donc, voilà. Le gouvernement ne fait rien, non, c'est nous, on est sur le terrain. Quelqu'un entend ça à la radio. Non, je ne sais pas, quelqu'un en haut là-bas dit, bon, les petits, là, ils sont en train de mettre sable dans notre à checker. Et on me fait arrêter. Donc, je vais à la PJ, je dors là-bas, en garde à vue, tout, dans des conditions, bon, je préfère ne pas les dire ici. Mais ce qui vraiment a été intéressant dedans, c'est que tu vois un élan de solidarité que je n'avais jamais vu. Des personnes qui ne te connaissent pas commencent à relier l'information. Des chaînes qui ne te connaissent pas en parlent. Au point où, au sommet de l'État, ils sont appelés par des présidents internationaux pour leur dire, mais ces jeunes-là, nous on collabore avec eux, nos États collaborent avec eux, libérez-les. Et c'est comme ça qu'on est libéré sans savoir pourquoi on a été arrêté, pourquoi on a été relâché. Mais ça m'a fait prendre conscience que ayez une notoriété, mais une bonne notoriété. Ne faites rien pour faire juste du buzz. Faites du bon buzz. Il faut que ça soit utile à la société. Et on continue à travailler. On continue à travailler. Et en 2017, je vais sauter, 2016 déjà, il y a une inondation sur la ville d'Abidjan. On se réveille en tant que jeunes. Et on commence à cartographier toute cette inondation-là. Et un ministre de la place voit ça, il nous dit, mais les jeunes, vous aidez à travailler, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider dans la stratégie que vous êtes en... Donc on a fait une stratégie qu'on a remise au gouvernement. Et 2 jours après, un conseil des ministres a adopté comme plan d'inondation d'Abidjan. Mais on n'a même pas besoin que notre nom saute. Est-ce que ça a sauvé des vies? Oui, c'est ça le plus important. En 2017, après ça, il y a eu un moment où il y a eu l'enlèvement des enfants. Vous vous rappelez, ça a commencé à créer des... Même tu t'en prends toi-même ton propre enfant. S'il a pleuré, tu as problème. Et on rentre en contact avec la ministre d'alors et on lui dit, ah, madame, voilà, nous, comment on peut vous aider par rapport à ça. On peut mettre un call center en place et on le fait. Et ça diminue, atténue un peu le phénomène de la société et autres. Et en 2017, à ma grande surprise, on m'appelle, on dit non, petit, tu seras pris d'excellence parce qu'on a vu tout ce que tu as fait, tout. Mais je vous assure, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'est le président de la République qui te remet ton prix pour tout ce que tu as fait. Et ces choses-là, on ne l'a pas fait en cherchant de l'argent, on l'a fait avec notre cœur. 2 ans après, on dit, bon, comme tu es très influent dans les médias, je ne sais même pas quelle influence j'ai, on dit, bon, on va te faire chevalier de l'ordre du mérite dans les médias et la communication de Côte d'Ivoire. Et comme si ça ne suffisait pas, tu es dedans, je suis en train de faire mes choses. Et je termine avec 2 points rapidement. Je suis en train de travailler sur un projet et on m'appelle, on me dit, ah, Facebook veut travailler avec toi. Mais ce n'est pas un petit projet, c'est un projet qui leur tient à cœur parce qu'ils veulent mettre un conseil de surveillance de tout ce qui se passe sur Facebook. Et la réunion qu'on a, il se trouve qu'il y a le fondateur de Facebook même dans la réunion. Je dis, qui je suis pour que ces personnes-là, mais c'est le travail que vous faites qui parle pour vous. Et ça ne finit pas. Celui qui a développé le web dit, bon, moi j'ai 10 ans de ma fondation, la Web Fondation, on veut te mentionner comme un champion du monde. Est-ce que monsieur, vous acceptez qu'on puisse citer votre nom dedans, tout. J'ai dit, qui je suis? Il cite. Tout ça, c'est bon. Mais après ça, j'ai eu des moments de down, comme elle a expliqué. Des moments où tu te dis, j'ai fait tout ça, oui, c'est bon. Mais tu sens quand même un vide. Et ce soir, je suis content de prendre la parole parce que ça va faire peut-être plus de 5 mois que je ne suis plus très actif sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai fait quoi? Un burn-out.
j'étais down. Pendant un mois, je n'ai pas répondu à mes coups de fil, je n'ai pas répondu à mes mails et autres. C'est maintenant que j'essaie de ressortir. Mais je vais terminer pour nous dire, tu peux avoir des moments de haut. Tu peux avoir du succès, comme certains pourraient dire. Dans ma petite carrière, j'ai fait plus de 40 pays sur 4 continents, tout frais payés et autres, sans débourser 5 francs. Ça, certains peuvent dire j'ai réussi. Mais arrivé un moment, tu t'assois et tu te demandes, tout ça, ça sert à quoi? Et c'est là que je vais terminer. Il faut qu'arriver un moment dans votre vie, vous vous posez les bonnes questions. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au début, quand je le faisais par frustration. Parce que je voulais peut-être dépasser une personne qui était... Les bases n'étaient pas bonnes. Est-ce que les bases de ce que vous faites sont bonnes? Est-ce que les bases de ce que vous voulez accomplir sont bonnes? Quelle est la fondation? Pourquoi vous le faites? Quelle est votre motivation? Et c'est en cela que je vais vous laisser avec 2 mots, 2 concepts. Le premier, soyez des crapauds fous. Vous savez, un crapaud fou, c'est des périodes où le crapaud doit aller d'un point A à un point B, chaque année. Et le jour où il devait faire la migration, il y a 2 qui ont dit non, nous on ne veut pas suivre toute la colonie, on va prendre un autre chemin. La colonie qui est partie, sans le savoir, il y a eu une autoroute qui était sur cette voie. Et quand ils sont allés, ça a décimé toute la colonie. Et ceux qui ont pu recoloniser, c'était ces 2 crapauds fous-là. Tout simplement pour vous dire, souvent ne prenez pas les sentiers battus. Cherchez à prendre une voie dans laquelle vous êtes sûr d'y aller et allez-y à fond. La deuxième chose, et je pense que ça rejoint pour terminer ce que les gens ont dit ici, c'est un concept que j'ai connu en 2014 avec feu Desmond Tutu qui s'appelle Ubuntu. Je suis ce que je suis grâce à ce que les autres sont. Nous sommes dans un monde où l'humanisme a tendance à disparaître. Faites les choses pas parce que vous voulez qu'on parle de vous. Faites les choses parce que ça peut aider les autres. Faites les choses parce que ça peut sauver la vie des autres. Faites des choses parce que ça peut envoyer quelqu'un d'un point A à un point B. Ça peut l'élever. Même si ce n'est pas toi qui récoltes les lauriers, mais est-ce que ça a sauvé quelqu'un? C'est le plus important. Et ce soir, avant de terminer, je vais vous demander simplement de vous tenir debout, de vous attraper les mains et ensemble. Je ne sais pas où nous serons dans 10 ans. Je ne sais pas où nous serons dans 5 ans. Je ne sais pas où nous serons dans l'année prochaine, je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'obtenir comme quelqu'un l'a dit ce soir. Mais ça, vous ne pouvez pas l'obtenir comme cela. Il vous faut vraiment le faire avec amour, avec passion, avec dévouement. Et ensemble, on va répéter juste cette phrase. Vous savez, Kennedy a dit quelque chose de très important et je remercie encore Zondik de l'avoir partagé. Mais il a dit quelque chose de plus fort. Il a dit, n'attends pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que moi, je peux faire pour mon pays. Ce qui m'a motivé et nous a motivés avec tous ceux avec qui je suis, c'est cette vision-là. Et on a la chance, dans notre hymne national, il y a une strophe qui le dit. Chers Ivoiriens, le pays vous appelle. Quand le pays va vous appeler, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est pour aller dire, cher pays, donne-moi le jet d'abord avant de continuer? Ou bien tu vas le faire avec ton cœur? Ce soir, quand vous allez rentrer, réfléchissez à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Pensez à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin, pour ma voisine? Qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui m'entourent? Et prenez la décision de faire quelque chose de bien qui ne vous sera pas forcément utile à vous, mais qui sera utile pour une grande communauté. Je vous remercie.